Akabound est gradué en droit public. Son sujet est intitulé « Le fondement normatif et les dynamiques pratiques du Conseil de sécurité de l'ONU à l'épreuve des conflits armés dans la région des Grands Lacs africains ». Monsieur le Président, nous vous prions de recevoir sa défense. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Jean-Marc. Vous avez 10 minutes pour exposer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, c'est pour moi un honneur et un privilège de présenter aujourd'hui les résultats de mon travail de recherche intitulé « Le fondement normatif et les dynamiques pratiques du Conseil de sécurité à l'épreuve des conflits armés dans la région des Grands Lacs africains ». Ces mémoires s'inscrivent dans une démarche scientifique qui combine l'analyse juridique et l'évaluation politique afin de comprendre les forces et les limites du Conseil de sécurité face aux défis sécuritaires de cette région marquée par des conflits complexes et récurrents. Mon étude s'est articulée autour de 3 grands chapitres. Dans un premier temps, j'ai examiné les bases normatives du Conseil de sécurité qui constituent le fondement de son action. Dans un second temps, j'ai analysé les dynamiques pratiques de son intervention dans le pays des Grands Lacs africains. Avec un accent particulier, bien entendu, sur la République démocratique du Congo, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Enfin, j'ai proposé une série de considérations évaluatives et de perspectives, tant pour la région que pour la réforme du Conseil de sécurité lui-même. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, le Conseil de sécurité est investi, selon l'article 24 de la Charte des Nations Unies, de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ces compétences se déclinent dans le chapitre 6 et 7 de la Charte. Le premier consacre le règlement pacifique des différends, des articles 33 à 38, tandis que le second lui confère un pouvoir coercitif allant de l'adoption des sanctions, là je parle de l'article 41 de la Charte, jusqu'au recours de la force, article 42 de la Charte. Ces doubles registres, normatif et opérationnel, traduit une spécificité. Je cite, « Le Conseil de sécurité est à la fois un organe politique et un organe juridictionnel sui generis, doté d'une capacité quasi-législative dans le domaine international. » Or, comme je l'ai montré dans ce travail, ces pouvoirs considérables sont encadrés par le droit international, notamment par les sources énumérées à l'article 38, du statut de la Cour internationale de justice, convention, c'est cet article qui énumère les sources du droit international. Nous avons les conventions internationales, la coutume internationale, les principes généraux du droit international, la jurisprudence et la doctrine. Ainsi, les résolutions du Conseil de sécurité doivent se conformer au droit international humanitaire, notamment aux 4 conventions de Genève de 1949 et à ces 2 protocoles additionnels de 1977, qui imposent aux parties au conflit armé de protéger les civils et de respecter le principe de proportionnalité dans l'usage de la force. Cependant, l'expérience montre que le Conseil est souvent confronté à des contradictions entre la légalité internationale et les considérations politiques des grandes puissances qui en sont membres permanents. L'analyse des interventions du Conseil dans la région des Grands Lacs africains illustre parfaitement ces tensions. En République démocratique du Congo,
le Conseil a eu à adopter une série de résolutions, notamment la résolution 1279, votée en 1999, instituant la MONUC, devenue MONUSCO par la résolution 1925, afin de stabiliser le pays. Toutefois, l'efficacité de ces missions sont restées limitées face à la persistance des groupes armés et aux ingérences transfrontalières. Au Rwanda, le Conseil a été critiqué pour son inaction lors du génocide de 1994. Alors qu'il avait pourtant connaissance de la gravité des violations de droit international humanitaire, au Burundi et en Ouganda, ces actions ont également révélé des approches parfois sélectives, davantage guidées par les intérêts stratégiques des membres permanents que par l'exigence de protection des populations civiles. Ces constats soulèvent des limites structurelles. La première est liée aux ingérences extérieures et aux intérêts géopolitiques divergents des grandes puissances qui paralysent souvent l'action du Conseil de sécurité par l'usage abusif du droit de veto, consacré bien entendu à l'article 23, paragraphe 3 de la Charte des Nations Unies. La deuxième limite tient au manque de moyens financiers et logistiques qui affaiblit l'efficacité des missions de maintien de paix sur le terrain. Enfin, la troisième réside dans la complexité endogène de la région, marquée par des conflits ethniques, la compétition pour les ressources naturelles et une gouvernance fragile. Dans la dernière partie de notre travail, j'ai formulé des propositions prospectives pour la région des Grands Lacs. La paix durable passe par un renforcement de la gouvernance démocratique, une gestion transparente des ressources naturelles, une coopération régionale accrue et la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle adaptés. Alors, pour le Conseil de sécurité, les réformes sont indispensables. 1. Nous avons proposé l'encadrement de l'usage du veto dans les situations d'atrocités massives, la révision de sa composition afin de mieux refléter les équilibres géopolitiques actuels et l'instauration d'un contrôle juridictionnel par la Cour internationale de justice sur certaines de ses décisions afin de renforcer sa légitimité. En conclusion, ce travail démontre que le Conseil de sécurité demeure un acteur incontournable du maintien de la paix et de la sécurité internationale, mais que son efficacité dépendra de sa capacité à conjuguer ses prérogatives normatives avec une approche plus équitable, plus représentative et plus respectueuse du droit international. La région des Grands Lacs africains, en raison de la complexité de ces crises, apparaît comme un laboratoire de défis contemporains du multilatéralisme. C'est en repensant son rôle et en articulant davantage la légalité et la légitimité de l'ONU que l'ONU pourra répondre à sa vocation première, préserver les générations futures du fléau de la guerre. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, je vous remercie pour votre bienveillante attention et je me soumets à votre disposition. Et sinon, dans l'ensemble, le travail est très bien fait. Et j'ai quelques questions. Première question. Ne pensez-vous pas que l'ONU joue le jeu de l'influence? Ne pensez-vous pas que l'ONU joue le jeu
de l'influence. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est quoi votre travail en une phrase? Troisième question. Pourquoi les résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas contraignantes? Soyez précis dans vos réponses. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Ne pensez-vous pas que nous jouons le jeu de l'influence? Nous l'avons bien dit dans ce travail. D'ailleurs, notre critique porte exactement sur ça. Nous nous sommes posé des questions dans la problématique de savoir pourquoi l'ONU, qui a un cadre normatif si ambitieux, lui donnant assez de marge de manœuvre pour imposer la paix et la sécurité internationale, n'arrive pas à imposer la paix et la sécurité comme tout le monde l'aurait souhaité, et d'ailleurs ce qui est même l'esprit de la Charte des Nations Unies. La réponse, il y a plusieurs réponses, mais notre travail, parce qu'il est circonscrit dans une région bien déterminée, nous avons compris qu'au-delà des dynamiques pratiques propres à la région des Grands Lacs, que nous avons aussi énumérées dans ce travail, l'ONU aujourd'hui ne reflète pas la géopolitique contemporaine. L'ONU est restée dans son carcan de 1945 qui reflétait les forces, des forces vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, et ces forces qui ne sont pas en réalité ce qui est en présence aujourd'hui. C'est comme ça que dans ce travail, nous avons critiqué le fait que le Conseil de sécurité soit toujours tenu par les 5 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, alors que la géopolitique contemporaine a beaucoup évolué. J'ai dans le cas de l'Inde, par exemple, qui est aujourd'hui 5e économie mondiale, une puissance nucléaire, mais qui n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité. Nous avons donné l'exemple du Japon, qui est la 2e économie du monde. Vous avez l'Afrique qui a 54, qui a plus d'un quart de membres à l'ONU, mais qui n'a pas une voix, un siège au Conseil, comme membre permanent du Conseil de sécurité. Alors qu'est-ce qui se passe? Les 5 membres permanents, avec cette idée de depuis 1945, ils protègent bien ces privilèges, ce qui fait que déjà à partir du droit de veto, comme nous l'avons dit, c'est un mécanisme qui n'est pas mis en place uniquement que pour bloquer les décisions, mais en réalité ce mécanisme renvoie à des conciliabules, à des négociations internes entre ces grandes puissances pour décider sur les dossiers sécuritaires, voire même économiques. Parce que nous avons dit dans ce travail que l'ONU d'aujourd'hui, parce que la mission qu'on a donnée au Conseil de sécurité est difficile à être exécutée aujourd'hui dans la mesure où les choses ont beaucoup évolué. Le Conseil de sécurité ne fait pas seulement face aux crises sécuritaires, mais il y a ce qu'on appelle des crises globales. La cybermenace n'existait pas en 1945. Les terrorismes non plus. Vous avez par exemple la migration, la crise migratoire, ça n'existait plus, ça n'existait pas à l'époque. Mais aujourd'hui, le Conseil de sécurité est appelé
à gérer toutes ces crises. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons parlé de la coutume internationale comme une source qui devra aider le Conseil de sécurité à appréhender toutes ces crises, avec l'opinion juris qui a en fait cette conviction que lorsque les États acceptent que ça c'est défendu par le droit, tout le monde doit accepter que c'est interdit par le droit. Alors, ça fait que le Conseil de sécurité joue ce qu'on appelle le double standard. Cette hypocrisie où les grandes puissances se protègent leurs intérêts géopolitiques et voire même géostratégiques. C'est quoi votre travail en une phrase? En une phrase, je dirais que l'ONU n'est pas venue pour donner la paix, mais elle est venue aider à ce que les gens puissent arriver à cette paix. D'où il faut des réflexions, des recherches, ce que nous avons pu faire. Et troisièmement, pourquoi les résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas contraignantes? Tout à l'heure, quand je parlais, j'ai évoqué le chapitre 6 et 7. En effet, l'ONU, peut-être cela pose même des confusions dans l'opinion, l'ONU, quand elle est créée pour apporter la paix, pas pour faire la guerre. L'ONU, ce n'est pas une organisation de guerre, sinon elle quitterait totalement sur sa ligne de démarcation, sur même l'idée de ses créateurs. Mais parce que les conflits sont inhérents à l'existence des États, c'est ainsi que dans la Charte des Nations Unies, il a été convenu, ce qui est une innovation, contrairement à la Société des Nations, il a été convenu de mettre sur pied un organe qui devait jouer un grand rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ce qui est le Conseil de sécurité aujourd'hui, qui a autant de prérogatives. Et dans la même charte, vous allez voir que le chapitre 6 propose ce que nous avons appelé la résolution pacifique des conflits. C'est entre autres la médiation, la confrontation et autres, mais également le chapitre 6 parle de la coercition. Il existe bel et bien les résolutions contraignantes. Ces résolutions existent et elles sont votées par le Conseil de sécurité. Nous ne pouvons pas dire ici qu'elles n'existent pas. Mais la problématique, c'est pourquoi ces résolutions dites contraignantes ne produisent pas des effets sur terrain. D'ailleurs, c'est cela même l'objet de notre étude. Et nous avons pu énumérer beaucoup de limites par rapport au Conseil de sécurité lui-même. Nous avons cité 3 grandes limites, si ma mémoire est bonne. Nous avons parlé de l'usage abusif du veto. Nous avons parlé de la structure même du Conseil de sécurité qui doit connaître des réformes. Et nous avons aussi suggéré le contrôle juridictionnel des actes que pose le Conseil de sécurité. D'autant plus parce que nous avons dit que le Conseil de sécurité, au-delà de tout, il reste un instrument politique entre les mains des 5 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a lieu parce que son rôle, il est de plus en plus juridique. Nous avons voulu que la Cour internationale de justice puisse, par moment, être saisie de certains actes que pose le Conseil de sécurité. C'est comme ça que dans ce travail, nous avons proposé, par exemple, le contentieux, c'est la saisine par contentieux ad hoc, par exemple. Nous avons proposé la saisine par mode accéléré et nous avons aussi proposé les décisions différées. C'est-à-dire le Conseil de sécurité peut différer une résolution déjà prise par le Conseil de sécurité. Mais en ce qui concerne la procédure de contentieux ad hoc, nous avons proposé que si un nombre déterminé des États
consent, estime qu'une résolution viole telle disposition du droit international, ils peuvent saisir la Cour internationale et nous avons même proposé des durées, 60 jours, et les mécanismes pour que ces modes de saisie ne deviennent pas des dilatoires pour bloquer l'efficacité du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous êtes passé par plusieurs difficultés, mais aujourd'hui vous arrivez quand même au bout du chemin. C'est ce qui est important. Et je vous félicite surtout pour le travail fourni. J'ai lu et relu ce travail. C'est vraiment une réflexion. Et là, j'ai rejoint le professeur. Comme il l'a dit avant, l'université a plusieurs missions. Une de ces missions est de répondre aux questions qui se posent dans la société. Et actuellement, notre pays est confronté à cette situation que nous connaissons tous, la guerre à l'Est. Et vous avez pris l'option comme scientifique de contribuer de façon particulière en ce qui concerne le Congo et de façon générale au regard du thème dans le cas des propositions que vous faites par rapport au Conseil de sécurité. En tout cas, vous avez toutes mes félicitations et tous mes encouragements pour ne pas vous limiter là, pour aller loin dans la réflexion et pourquoi pas voir les problèmes de façon globale, au-delà des grands lacs et voir aussi les questions qui se posent dans d'autres régions du monde. Donc on voit les Européens réfléchir sur les questions d'Afrique, les Africains peuvent aussi réfléchir demain sur les questions qui concernent tout le monde ou qui concernent l'Occident. Mais je vais revenir, permettez-moi, Monsieur le Président, sur les réformes que vous avez. Bien que je sois directeur, ça ne m'empêche pas d'engager une petite discussion sur le respect de ce que le Président va me donner. Alors, sur les réformes que vous proposez dans vos conclusions, j'ai particulièrement été intéressé par ça. Alors, je voudrais qu'on discute un peu sur l'encadrement des visages du droit de veto et sur la dernière proposition que vous faites, l'instauration d'un contrôle juridictionnel sur les actes du Conseil de sécurité. Si je vous ai bien suivi, c'est que j'ai dit dans votre travail, vous suggérez que le droit de veto, il y ait un encadrement, notamment quand il s'agit de violation massive des droits de l'homme. Qu'il y ait, si je ne me trompe, une sorte de double veto. Vous avez parlé de ça. Alors je voudrais que vous nous expliquiez un peu comment, sur le plan pratique, cela va se passer. Nous avons proposé ceci, parce que déjà le veto explique en des termes plus simples, c'est le blocage d'une décision par l'un de 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité. Mais il est arrivé dans l'histoire de ces vetos que beaucoup de décisions qui pouvaient contribuer à l'amélioration des conditions sur le terrain des populations aient été bloquées comme ça pour des raisons personnelles aux États, alors que la nécessité était là. Alors, nous avons réfléchi sur ça en se disant, entre un veto pour tous, qui est impraticable, et un veto pour personne impensable, nous avons pu choisir le juste milieu que l'encadrement du veto. Parce que moi-même, je suis partisan du veto, mais il doit être encadré. Parce qu'il faut savoir, j'entends des critiques sur le veto, mais il faut savoir que si la Société des Nations n'a pas survécu et n'a pas pu empêcher la Deuxième Guerre mondiale, c'est justement parce que ces mécanismes n'étaient pas prévus dans la charte de la Société des Nations, ce qui fait que le veto crée l'équilibre entre ces grandes nations détentrices de l'arme nucléaire. Imaginez-vous qu'un pays détenteur d'armes nucléaires ait perdu sur toute la ligne, même sur des intérêts hautement stratégiques de son pays. Cela risque
de mettre en péril toute chance de paix dans l'avenir de l'humanité. Alors le veto, il aide parce que lorsque ces pays détenteurs de l'arme nucléaire pensent que ça va à l'encontre de ses intérêts, ils bloquent et l'affaire s'arrête là. Et la suite de veto, ce sont les conciliabulaires et les négociations. Mais nous avons estimé que l'usage abusif va poser problème, surtout pour la région des Grands Lacs. Il faut qu'on encadre cela. Comment? Nous avons proposé par exemple, que chaque veto voté à l'époque pour la charte, c'est une voix. C'est le pays détenteur qui oppose son veto. Mais dans les réformes, nous avons proposé que chaque pays voulant imposer un veto doit néanmoins bénéficier d'un soutien d'un autre État, c'est-à-dire un double veto. Cela renforcerait la crédibilité même de ces vetos. Alors ça nous éviterait des vetos fantaisistes. Alors nous avons aussi suggéré que lorsque un veto est pris dans une affaire qui concerne les vies humaines, dont les vies humaines sont en jeu, et que les droits humains sont violés, alors l'auteur de ce veto doit motiver cela par écrit. Ça ne doit pas rester un secret. Non. Et c'est là, donc l'auteur du veto, quand il impose cela, doit présenter 2 pages expliquant le motif et les motivations de son veto. Vous voyez déjà ça, ça va nous éviter des vetos fantaisistes basés sur des intérêts, parce que tout le monde sait que demain nous serons lus. Si les motivations ne sont pas profondes, il y a risque que les gens, que l'État qui prend le veto soit mal vu. Parlant maintenant de... La dernière question, l'encadrement, l'instauration d'un contrôle juridictionnel. Oui. Nous nous sommes inspirés de des affaires internationales. L'affaire Lockerbie, en 1992, entre la Libye, les États-Unis et la Grande-Bretagne, et l'affaire dite Murder of Srebrenica. Alors ces 2 affaires sont 2 extrémités. Vous avez l'affaire Lockerbie, où les États-Unis avaient mis la pression sur les conseils, la Cour internationale de justice, qui a d'abord pris un arrêt condamnant la Libye comme ça, et par après, 5 ans après, elle s'est ravisée pour dire que la décision qui a été prise à l'époque n'était pas conforme au droit international. Alors que, juste après cette décision, les États-Unis ont fait voter une résolution condamnant la Libye, une résolution au Conseil de sécurité. Vous voyez un peu? Alors, si cela a été contrôlé en amont, on n'aurait pas, les États-Unis d'Amérique n'auraient pas induit les conseils de sécurité en erreur. Alors, l'affaire Murder Srebrenica, c'est une affaire qui se passe en Europe, dans un État de l'Europe de l'Est, alors qu'il y avait conflit. L'ONU déploie une mission là-bas, constituée essentiellement des Néerlandais. Mais il est arrivé qu'il y a eu génocide. Plusieurs, donc la majorité des hommes ont été tués, ce qui fait même que le nom de l'affaire est intitulé Murder of Srebrenica, c'est-à-dire les femmes de Srebrenica. Le conseil la Cour internationale de justice a été saisie par ces comités. Alors, la Cour s'était estimée incompétente pour juger l'ONU, arguant que l'ONU, comme toute autre organisation internationale, bénéficie de l'immunité organisationnelle, ce qu'on appelle les immunités des organisations. Voyez-vous? Et avait condamné partiellement le Pays-Bas, parce que la plainte était dirigée contre les Pays-Bas qui étaient pays fournisseurs. Alors, c'est comme ça que nous avons estimé que le contrôle juridictionnel est bon. Merci. Les débats peuvent se poursuivre.
Le jury de ce jour a reçu les travaux Madame Jeanne Marciana, M. Denis Moula Kessé, M. Jean-Marc Kabounda Kabouk et Madame Stéphanie Malonga. Après délibération, Madame Jeanne Marciana a réussi avec distinction. Monsieur Jean-Marc Kaboun Akaboun a réussi avec mention plus grande distinction. Mais moi,